Leonardo, je travaille pour Suez, qui est une société qui travaille dans 3 grands corps de métier, l'eau potable, l'assainissement et les déchets. Donc je travaille dans la partie eau et nouveaux métiers, ce qui est finalement la jonction des nouvelles technologies dans le métier un peu plus historique de l'eau, qui est plutôt de la plomberie, on va dire, donc associé à des télécoms, on obtient des réseaux intelligents, des façons de gérer la ressource de manière optimisée, ce que l'on voit dans nos équipes. Et dans ce cadre-là, notre société Suez donc, a une association de solidarité d'entreprise qui s'appelle Aquassistance, qui est ouverte aux salariés du groupe, mais aussi aux retraités. Donc cette association compte à peu près 1000 personnes, aujourd'hui 1000 adhérents, tous bénévoles, c'est-à-dire que quand on part en mission, quand on travaille pour l'association, nous ne sommes pas rémunérés, c'est vraiment sur notre temps personnel. Mais elle se focalise uniquement sur les expertises du groupe. On n'a pas la prétention de pouvoir opérer sur tous les champs de l'humanitaire. Notre domaine de spécialité, c'est l'eau, l'assainissement et les déchets, et on ne s'occupe que de ces parties-là dans les projets humanitaires. Dans ce cadre-là, moi je suis parti déjà 3 fois à Madagascar, 2 fois sur une mission dans un village extrêmement isolé qui s'appelle Ampasinaleva, qui est l'objet de ma présentation aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que faire de l'humanitaire, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Dans le sens où, malheureusement, les bonnes intentions seules ne peuvent pas fonctionner si on n'a pas de bonnes pratiques derrière à accomplir. Et dans divers projets que j'ai pu réaliser, voir, eh bien, il y avait de très très bonnes intentions à chaque fois. Mais parfois, malheureusement, la mise en place ne prenait pas en compte les besoins de la population locale. On ne se mettait pas assez au niveau de la population, où finalement on était innobulé par la solution technique, ce qui est notre cœur de métier. On adore trouver des solutions techniques à des problèmes techniques, mais en fait, souvent les problèmes ne sont pas techniques, parce que les solutions techniques, il y en a toujours, on trouve toujours une solution, c'est plutôt organisationnel, humain, et finalement de compréhension entre les êtres humains que le travail doit se faire. Donc je vais essayer de regrouper dans cette présentation tout ce que j'ai pu rencontrer durant cette mission, qui s'est fait en 2 temps. Donc une première fois en septembre 2015 et tout récemment en août, et sur lequel donc, il fallait construire un réseau d'eau simple, gravitaire, et également des latrines, des douches, des lavoirs, pour contribuer sur le volet assainissement. Donc l'eau, pour résumer Aquassistance, il y a 2 volets, l'urgence humanitaire. J'ai des collègues en ce moment qui sont sur Haïti pour apporter des solutions de traitement d'eau dans les hôpitaux suite aux ouragans. Il y a à peu près 26 missions d'urgence qui ont été faites depuis la fondation du groupe, qui est née à partir du conflit de Rwanda en 1994, et à peu près 80 missions de développement, on va dire, plus classiques, inscrites sur le long terme, chaque année. Voilà. Donc les maladies liées à l'eau, malheureusement, elles sont multiples. L'eau, c'est une ressource naturelle, abondante, à peu près partout, sauf dans des endroits très reculés, mais finalement, il y en a assez peu. Elle est parfois inaccessible, très difficile à atteindre, dans les nappes, dans les torrents, dans des conditions un peu particulières. Elle est parfois dépendante du climat, donc en été, en hiver, on n'a pas les mêmes ressources en eau. Mais surtout, elle est très dépendante de l'utilisation qui est faite autour d'elle. Donc, dépendante, ça veut dire aussi fragile. Et notamment dans les pays en voie de développement ou en développement, elle est vecteur de maladies. Et ces maladies-là ont plusieurs médiums pour se déplacer dans l'eau. Il y a les bactéries, donc on trouvera essentiellement dans le cadre de nos projets de la diarrhée. En fait, c'est le fléau, on va dire, de l'eau. Le choléra, qui est la forme hyper grave, on va dire, de la diarrhée, c'est déshydratation en 3 heures, voire 3 heures minimum et 2-3 jours après. Et c'est dans 70% des
cas en Afrique, un signe de mort. La fièvre typhoïde, il y a les virus aussi, l'hépatite A, le poliomyélite, la glande musicale, les protozoaires, les limites et tout ce qui ont un lien avec l'eau mal utilisée, type cancer, maladie vasculaire, etc., qui sont un peu plus difficiles à analyser, à faire le lien, mais qui sont néanmoins issus des maladies liées à l'eau. Donc on a des drôles d'amis. C'est les ennemis. Donc les maladies hydriques, il y en a qui sont directement liées à l'eau infectée, ça se détecte rapidement. Il y a des maladies qui sont un peu plus difficiles à détecter, qui sont liées à un manque d'eau de qualité. Donc si par exemple une source d'eau est polluée par un corps étranger, soit un animal en décomposition, ou simplement des personnes qui vont faire leurs besoins trop près de sources d'eau. On a des maladies liées à ce manque d'eau. Et toutes les maladies liées directement, enfin indirectement à l'eau, qui est un acte de prolifération des moustiques. Et on a le palu, malheureusement c'est grave. Les maladies diarrhéiques, donc c'est à peu près 3,6% du total DALY. Je ne sais pas si ça vous parle, mais le DALY c'est une métrique qui permet de comparer le niveau de santé. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un fléau et qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées. Une maladie diarrhéique sont responsables d'1,5 million de personnes chaque année. Malheureusement, c'est 1,5 malheureusement ou heureusement, ces 1,5 million de personnes-là ne sont pas éparpillées à travers le monde. C'est uniquement dans les pays en voie de développement en fait qu'elles sont situées. C'est à peu près 90% de ces 1,5 million qu'on retrouve dans les pays en voie de développement. Donc l'Inde, l'Afrique, notamment. Et ça touche les populations les plus vulnérables, donc les jeunes, très très jeunes, les enfants et les populations un peu plus vieilles. Le constat qu'on a fait nous à l'assistance, c'est qu'effectivement on s'occupe du volet technique, la construction, la réhabilitation des points d'eau. C'est notre dada, on sait faire, on vient sur un endroit, on fait les mesures qui conviennent, on trouve une solution pour créer un réseau d'eau et à la fin quand on part, on a un réseau d'eau qui marche. Simplement, on a fait une étude sur la mesure de l'impact de la réduction de la diarrhée concernant différentes techniques. Donc, la construction de réhabilitation d'eau, on pensait que c'était finalement la solution à tout. On sait que si on construisait un bon réseau d'eau, hop, on n'aurait plus automatiquement de maladie diarrhéique. C'est faux. Le traitement de l'eau à domicile est un facteur aussi important et améliorer l'assainissement également. Et le lavage des mains a pu être pris en compte. Simplement, les proportions nous ont complètement surpris. Parce que la construction et la réhabilitation des points d'eau comptent pour à peu près 25% de l'amélioration de la diarrhée dans les pays qu'on a pu sonder. L'assainissement à peu près 32%. Donc, ça reste meilleur que la construction et la réhabilitation des points d'eau, ce qui nous a quand même déjà surpris, et très significatif. Le traitement de l'eau à domicile, c'est à peu près 39%. Donc là, déjà, on s'approche vers des solutions qui ont beaucoup plus d'efficacité. Qu'est-ce que tu veux dire, traitement de l'eau à domicile? Ça veut dire permettre aux gens d'avoir chez eux de l'eau consommable et de qualité. Ça veut dire soit leur donner des kits de désinfection de l'eau, soit les éduquer simplement sur le fait que de l'eau bouillie comportera moins de problèmes que de l'eau cuisine. Ce qui nous a extrêmement surpris, c'est que 45% de l'impact peut être réduit en lavant les mains. C'est tout bête. C'est tout bête. Enfin, ça nous paraît tout bête. Et finalement, quand on est sur le terrain, qu'on regarde le village, les us et coutumes, des fois il n'y a pas de savon. Donc il faut revenir à de la base et se rendre compte qu'on est tous passés par ce stade de développement. Et qu'effectivement, le lavage des mains, c'est peut-être la première chose à faire. Autrement dit,
L'éducation. Pas trop technique. Alors on vient nous avec nos tabots, nos ordinateurs, nos calculs, en fait il faut juste dire aux gens de se laver les mains. Et c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire parce que les gens ne voient pas forcément l'intérêt de se laver les mains. C'est difficile d'expliquer les effets de cause à effet. C'est compliqué de dire que si tu te laves les mains, alors tu auras moins de maladies. Et pour eux, l'eau, en fait, de se laver les mains, c'est comme si tu gaspilles de l'eau. C'est que tu gaspilles de l'eau, effectivement. C'est que le savon, ça a un coût, même si c'est un peu moins, ça a quand même un coût. Donc c'est une dépense qui est vue comme supplémentaire par rapport à leur budget. Et surtout, c'est pas du tout incrusté dans les us et coutumes. Là, je parle essentiellement des villages isolés. Hein. Dans les villes, les gens sont quand même plus au fait. Et puis, la vie en communauté rapprochée fait qu'on est obligé d'avoir des règles d'hygiène un peu plus strictes. Dans les villages isolés, c'est quelque chose d'assez rare. Ouais, très rare. Donc, on s'est rendu compte que chacune de nos missions devait comporter un volet de promotion à l'hygiène. Et ça, c'est quelque chose qui a révolutionné un peu notre façon de faire. Ça veut dire que sur le terrain, il ne faut pas que des techniciens, il faut aussi des personnes un peu plus psychologues ou sociologues qui comprennent au mieux la population locale. Souvent, il y a la barrière de la langue, mais il y a aussi la barrière des couleurs. Quand on est blanc, alors moi j'aime bien dire blanc cheveux blancs, parce que un blanc cheveux blancs, c'est un blanc qui est assez vieux, qui est vu comme un peu quelqu'un d'éminent, mais en même temps, il faut se méfier dans les villages, et surtout qu'on ne peut pas contredire. En tout cas, c'est ce que j'ai vu à Madagascar. Et donc, se mettre un peu plus à l'écoute demande beaucoup de patience, de réflexion, et de prendre sur soi pour essayer de remettre complètement à plat nos références. Donc ça passe mieux quand on est une femme, c'est clair, quand on est plutôt jeune, et surtout quand on ne parle pas beaucoup, mais qu'on écoute beaucoup. Voilà. Donc notre constat, c'est qu'effectivement, nos solutions techniques, souvent elles sont bien construites, elles utilisent des technologies qui vont bien, mais elles sont à la fin pas utilisées, ou mal utilisées, et donc quand on revient 2-3 ans après, on fait le triste constat que ces installations ne sont pas pérennes, qu'elles ne sont pas appropriées par la population locale, ce qui est un facteur de non-succès et de frustration énorme. Et pour nous qui avons dédié du temps, de l'argent, de l'énergie, et pour la population locale qui finalement s'est vue approprier l'installation, donc elle ne sait pas trop à quoi ça sert. Voilà. Donc notre volet sur la promotion de l'hygiène est important. Il s'est basé sur l'action et le dialogue. C'est un peu comme tu disais, Jeanne, il y a des choses très très simples à faire à travers l'action et le dialogue. Et il ne faut pas forcément essayer de se compliquer la vie par des solutions miracles. Donc là j'ai une petite vidéo qui explique le cas du choléra, qui explique de manière très très simple, en quelques mots, par une vidéo qu'on fait visionner systématiquement sur l'utilisation. Enfin, vous allez voir. Voici comment le choléra a changé mon village. De petits germes de choléra invisibles se sont répandus dans la rivière. Si petits et si dangereux. Sans s'en rendre compte, des femmes ont apporté le choléra à la maison d'un dolo. Les mouches transportaient le choléra sur leurs pattes. Les mains sales aussi. Nous avalions les germes du choléra dans notre eau, dans notre alimentation et sur nos doigts. C'est arrivé si vite. Le matin, mon père était très malade. Il faisait une diarrhée qui ressemblait à de l'eau grise qu'il perdait. J'avais tellement peur, je suis allée chercher de l'aide.
Je n'ai jamais été si vite à vélo. D'un coup d'œil, l'infirmière a su que c'était le choléra. Il avait besoin de fluide en urgence. Elle n'avait pas de SRO et nous avons préparé une boisson spéciale. Nous avons rendu l'eau potable en la filtrant sur un tissu et en la faisant bouillir 1 minute. Nous y avons mélangé une demi-cuillerée à café de sel et 6 cuillerées à café de sucre par litre. Cela avait un goût de lame pas trop salé. J'avais peur de voir mon père mourir, mais il s'est senti mieux. L'infirmière m'a expliqué que tous ceux qui avalent les germes du choléra ne tombent pas malades, mais qu'ils peuvent transmettre la maladie. Maintenant, je devais apporter de l'eau potable aux villageois et leur apprendre à se protéger du choléra. J'ai vu une fille porter de l'eau. J'ai dit qu'elle pouvait rendre l'eau potable en y ajoutant des gouttes de chlore et en attendant 1 demi-heure. Elle-même allait manger avec les mains sales. Je lui ai dit de toujours se laver les mains au savon et à l'eau propre après avoir été aux toilettes. Ce n'est qu'avec les mains propres qu'on peut manger en sécurité. J'ai vu des villageois propager le choléra dans notre rivière. Je leur ai dit que nous devions creuser des latrines loin de la rivière à au moins 30 mètres. C'était important pour garder notre village propre. J'ai vu une mère préparer des aliments. Je lui ai dit de se laver les mains d'abord au savon et à l'eau propre, puis de laver et éplucher les aliments, les cuire, les manger chauds et les protéger des mouches. J'ai passé le mot dans tout le village et suis retourné voir mon père. Heureux de voir qu'il allait mieux. Notre village a retrouvé sa santé. Maintenant, nous filtrons et faisons bouillir l'eau. Nous utilisons toujours les latrines et nous lavons toujours les mains après. La nourriture est à l'abri des mouches. Lavée, épluchée et cuite. Nous lavons toujours les mains avant de cuisiner et de manger. Nous avons mis notre village à l'abri du choléra. Passez le mot. Votre village peut être en sécurité du choléra. Ce qu'on fait aussi quand on fait visionner cette vidéo, c'est qu'on demande à chacun de jouer avec un ballon rempli de paillettes. Et on ne leur dit pas au début pourquoi ils doivent jouer avec un ballon rempli de paillettes. Et quand vient la tombée de la nuit, peut-être les paillettes sont fluorescentes. Et là, on leur dit, mais vous voyez, les ballons, regardez vos mains, et ils sont tous remplis effectivement de la bouche, les cheveux, partout de paillettes. On leur dit, vous voyez, la maladie c'est exactement pareil, là on la rend visible. Et quand vous mangez un aliment, quand vous allez faire vos besoins, d'ailleurs sans vous essuyer les mains, sans utiliser le savon, ben vous la transmettez à tout le monde. Donc c'est une responsabilité collective d'améliorer son hygiène de vie et de permettre par la suite à l'ensemble de la population d'éradiquer ce genre de maladie par ces gestes simples. Ça nous a mis beaucoup de temps à comprendre comment faire passer les messages parce que quand on leur explique, si vous ne lavez pas les mains, vous serez malade, les gens ne comprennent pas forcément. Ils disent oui, donc on est content parce qu'on pense qu'on a un retour positif. Finalement, le message n'est pas forcément passé. Donc là, je vais vous parler plus concrètement de la géographie du village dans lequel nous avons opéré. Donc Madagascar, vous voyez, c'est une île, c'est quand même l'Afrique. J'ai demandé plusieurs fois, est-ce que c'est vraiment l'Afrique? C'est pas forcément les mêmes origines ethniques, c'est un brassage entre l'Afrique noire et puis l'Indonésie à la base. C'est une population extrêmement brassée, extrêmement riche de culture, de religion, et qui bénéficie un peu comme la RDC et les pays d'un patrimoine géologique
Simanel, il faut à peu près 2 jours pour y aller, alors que c'est juste à peu près à 150 km de la capitale. Il y a de la piste, donc du capital sur des routes qui ressemblent à ça. Voilà. On peut croiser des camions régulièrement plantés parce que avant la saison des pluies, tout va bien, la route a été refaite, les tronçons ont été occupés par les villages, mais une fois que la saison des pluies est passée, c'est de la boue et la route est néanmoins utilisée, les creux se creusent et ça la rend complètement inaccessible. Mais tant que ça passe, les gens sont tranquilles et puis sont pas en sécurité, mais en tout cas personne ne va emblayer la route, c'est un peu triste, ce qui fait que le village non seulement il est déjà enclavé parce que les routes d'avant ne sont pas super accessibles, mais là ça le rend complètement isolé du reste du monde. Donc il faut marcher, traverser des rivières, lutter contre les moustiques et puis dans des marées pour y aller. Ce qui fait que c'est très simple, en fait, l'administration n'est pas du tout présente. Il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de... Il y a un médecin, mais il vient quand il pleut, personne ne le contrôle de toute façon. Et les seules autorités qu'on peut retrouver sont au village juste avant, qui est à peu près à 1 jour de marche. Donc ça nous donne la situation un petit peu de beaucoup de villages, en tout cas à Madagascar, dans ce cas-là. Donc on était tout poil dans un village aussi, qui avait été ravagé en 2011 par le cyclone Haruna. Une association française est alors intervenue pour reconstruire au niveau du CEG, du Collège d'éducation générale, les infrastructures et donner un coup de pouce à ce village-là. Cette association nous a par la suite contactés parce qu'elle souhaitait qu'on développe tout le volet eau pour permettre à la population de souffler un petit peu et de ne pas être sur la limite de la vie à chaque jour. Donc nous sommes intervenus en 2015, on a essayé de comprendre quelle était la meilleure solution pour créer le réseau d'eau. Et ce qu'on fait, c'est qu'on concerte la population et on ne prend jamais de décision par nous-mêmes. C'est tout le temps la population locale qu'on guide, bien sûr, qu'on essaie d'orienter le plus possible, et qui décide des emplacements, qui décide des personnes qui vont occuper le réseau, s'occuper du réseau, de la gestion administrative et financière qui est ô combien difficile à Madagascar et particulièrement sur ce genre de village isolé où en fait la monnaie locale c'est pas la monnaie nationale. On ne commerce pas avec l'ariari qui est la monnaie, mais plutôt en paddy, donc qui est une unité de riz, qui est un type de riz non empilé. Et si on vient avec avec nos références en euros, vous voyez que ça ne colle pas. Donc il y a une grosse phase d'écoute, d'analyse, de compréhension de la population pour voir quel est le modèle économique et technique le plus adapté, sachant que le code de l'eau malgache impose que l'eau soit payante, et à raison, parce qu'un réseau d'eau, l'eau est gratuite, elle est disponible, effectivement, on peut le concevoir. On a du mal à se dire que l'eau doit être payée. Mais c'est pas le réseau c'est pas l'eau qui est payante, c'est le réseau d'eau et l'entretien du réseau qui est absolument nécessaire pour assurer la pérennité, qui lui est un service qui se monnaie. Donc ça rejoint peut-être un peu les propos de Nelly. On investit, mais on investit c'est pas pour nous. Nous on n'a pas d'argent à se faire, au contraire. C'est plutôt pour la population, pour qu'on puisse développer une petite économie à travers ces techniques qu'on peut prodiguer. Donc très important, on a choisi les lieux avec les populations locales en fonction des différentes contraintes. Les emplacements des grandes fontaines, donc c'est les points d'eau finalement qui vont être desservis par le réseau dans le village. Et on a cartographié un petit peu les différentes installations. Donc on avait décidé de se piquer, en fait on nous dit toujours, attention, comment vous faites pour trouver de l'eau dans les villages,
ça semble être la chose la plus difficile à faire, alors qu'en réalité, c'est rarement notre barrière. On trouve toujours de l'eau. Dans les nappes, il faut creuser. Des fois, il y a des soucis d'approvisionnement. Ça coûte plus ou moins cher, donc il faut voir effectivement quelle est la meilleure solution. Dans ce cas-là, c'était sur une montagne, on a trouvé une source d'eau avec les villageois qui nous ont guidés à peu près sur les emplacements d'eau potable. Et également, des fois, on se pique sur les torrents pour traiter l'eau par la suite avec des méthodes très simples, par exemple du chlore ou ce genre de choses. Donc ce qu'on a construit, ce qu'on a planifié de construire, c'était un réseau gravitaire simple. Donc on fait couler l'eau d'un point haut vers le village, le point bas. Une construction d'un réservoir de 5 mètres cubes qui suffit largement à la population locale en fonction de ses besoins exprimés. Et 3 bancs de fontaines qui desservent le village ici et 2 bancs de fontaines au niveau des collèges et des écoles. Parce que ça aussi, c'est un retour d'expérience qu'on peut avoir. Il ne faut pas s'attendre à des résultats miracles 1 an, 2 ans, 3 ans après. On tape plutôt sur la génération d'après. Donc on se dit, s'il y a au moins des personnes à ne pas louper, il ne faut pas oublier de sensibiliser, c'est bien les étudiants, les élèves, les étudiants, qui eux doivent apprendre à utiliser l'eau proprement, à respecter, se laver les mains, et donc on crée les points d'eau au niveau des collèges, et on sensibilise les professeurs. Un lavoir et des latrines à côté des collèges et du marché, qui est une zone de passage très abondante. Donc notre mission a consisté à valider les plans d'ouvrage. Là, c'est des photos de 2015. Bien sûr, avec la population locale, il faut au plus possible la faire participer. Et il contribue en étant rémunéré, parce que c'est l'entreprise derrière qui conduit les travaux. Mais c'est important que chacun des villageois se sente concerné, parce que s'ils ne contribuent pas d'une manière ou d'une autre à la construction du réseau, déjà nos bailleurs de fonds n'acceptent pas de financer. Il faut à peu près 10% du montant total du projet qui soit financé par la population locale, que ce soit en main-d'œuvre ou financièrement. C'est rarement financièrement parce que les monnaies ne sont pas équivalentes. Mais c'est un indicateur de besoin exprimé par la population qui va dans le bon sens. Et les femmes ont effectivement un rôle très important à jouer, pas forcément dans les rôles de construction ou autre, même si ici, dans ce cas précis, elles ont aidé à ramener tout le sable nécessaire aux constructions, mais par la suite sur la gestion, l'utilisation et surtout pour convaincre leur mari qu'il faut acheter de l'eau potable et c'est avec certaines utilités. Quelques photos, la construction des briques, alors c'est assez folklorique, hein, on pose une grosse fosse et puis on fait des tas de boue qu'on fait sécher au soleil. Donc un jour après, il a plu et tout est foutu. C'est des aléas. Voilà. Le transport, c'était une contrainte majeure parce qu'on a vu c'est très enclavé, donc il y a des personnes spécialisées qui font que des allers-retours entre villages et centres d'approvisionnement pour amener des sacs de ciment et autres. Donc quand il faut traverser des rivières, les sacs de ciment, l'eau, l'humidité, c'est pas terrible. Donc il y a un taux de perte de 30% à peu près. Et il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de chevaux, voilà, c'est que à deux hommes. Toute la ferraille, les canards, les outils sont transportés à deux hommes. Et dans des conditions de sécurité, bon, plus ou moins conformes, c'est le cas. Néanmoins, c'est ça qui est complètement incroyable, c'est que sur des situations qui nous semblent foutues, 20 fois on s'est dit que ça n'allait jamais aboutir, les gens redoublent d'astuces, redoublent de contacts, ils se coordonnent entre eux et font que le lendemain c'est réglé. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, c'est réglé. Ce matériel est amené par bateau Alors, tout ça c'est amené par deux hommes. D'accord, je veux dire, ça vient de France. Ah non. Suède, Ah oui, ça c'est surtout, ça c'est important. Rien n'est emmené de France. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un souci d'approvisionnement, de changement, de maintenance, on ne va pas leur envoyer de France. Ah oui, c'est ça. Il faut impérativement que
fois des produits locaux, faits par des locaux, compris et maîtrisés par des locaux pour pouvoir être par la suite. Donc dans ce village, c'est intéressant parce que effectivement, l'étape d'avant, le patron de l'association, je reviendrai sur ce slide-là, voilà, qui s'appelle Better Life for Children, a apporté une turbine électrique de France. Donc ça a été transporté par bateau. Un mois après, ça a été réceptionné sur la capitale. C'est intransportable par la voie classique, donc ça a été transporté en hélicoptère dans le village. Le village bénéficie de l'électricité, mais ils ne savent pas quoi en faire. Enfin, globalement, on leur a demandé, ça sert, voilà, ça sert aux femmes durant la nuit pour travailler un peu plus, donc les maris sont très contents. Mais il n'y a pas de réalité économique ou d'axe de développement derrière. C'est ce que je dis, une très bonne intention, mais une très mauvaise pratique. Parce que 2 semaines après, il y a une carte électronique qui a claqué. Et forcément, la carte électronique, elle n'était pas disponible sur place. Déjà, la monnaie locale, enfin, l'économie locale du village ne permettait pas d'entretenir la centrale hydroélectrique. Et la pièce est française, donc voilà, c'est pas disponible. Donc ça, c'est un vrai souci. Ce qui a été fait aussi dans le village, quand nous y sommes allés, c'est qu'il y a un vrai fléau, c'est, alors je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays d'Afrique, mais il y a une puce qui se trimballe dans le sable, qui s'appelle la puce chic, ou la puce africaine, et qui vient pondre sous les ongles ou les doigts de pied des enfants, forcément, parce que c'est eux qui ont la peau la plus soft, plus douce, et ça crée des déformations terribles, terribles parce que les gens ont mal aux pieds, du coup ils marchent dans des positions vrillées, donc leur colonne vertébrale est affectée, leurs genoux, leurs pieds et autres. Il n'y a pas de médecin sur place, donc c'est triste pour eux, mais personne ne s'en occupe. Donc, nous, on ne souhaite pas faire des one-shots, c'est-à-dire on ne souhaite pas se rendre indispensable à la population pour permettre le développement. Donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on leur a expliqué ce qu'il fallait acheter à moindre coût en vérifiant que c'était accessible pour la population locale, où, comment, et surtout comment utiliser les produits locaux pour se débarrasser, au moins au niveau des enfants, de ces puces chics. Donc il y a une grosse campagne qui a été faite par la suite pour justement leur permettre de se débarrasser des puces sur leurs pieds, mais ça fait un peu peur à voir parce que les gens sont des œufs et ils ne savent pas quoi faire. Donc, même si on peut dire, on a un peu plus de ça. Et vous, comment vous faisiez pour pas frapper ces puces? Nous, les chaussures. Ça saute pas mal malgré les chaussures. Non. Déjà les chaussettes sont une bonne barrière, mais les chaussures, ça permet de vraiment pas avoir de problème. Et bien sûr, on a le volet formation, donc nos projets avant étaient inscrits sur 1 an, 2 ans. Maintenant, on dit qu'un facteur de succès peut se voir uniquement qu'après minimum 5 ans. Minimum. Et ça passe par la formation des jeunes, des enfants, et des règles d'hygiène de base qu'il faut leur simplement leur dire. Voilà. Et voilà, ça permet aussi de ressouder les villageois sur un objectif commun qui est simplement habiter dans un endroit meilleur. Classiquement, ils voient l'intérêt parce que les puces vont partir s'il y a une meilleure hygiène. Ils se regroupent parce qu'ils peuvent profiter d'installations pour eux et ça soude des associations locales. Voilà. Et voilà.